Je repensais dans ton reportage là, c'est Léopold où ça posait la question de l'enfant à l'école en fait qui comprend pas l'énoncé, mais d'où vient le problème? Est-ce que c'est l'énoncé qui est pas assez clair? Il y a souvent des problèmes Oui. d'interprétabilité des énoncés. Après, Léopold, quand je l'ai rencontré, moi, ça me paraissait pas flagrant. Je trouvais pas que c'était quelqu'un qui avait des difficultés de compréhension. Et après, oui, il y avait une de ses professeurs qui expliquait que parfois il allait plus loin que la question. Mais pour moi, en fait, il comprend l'énoncé. C'est simplement que qu'il va un petit peu plus loin que la question qui est posée. Donc pour moi, c'est pas vraiment un problème de compréhension. C'est simplement qu'il adapte sa réponse comme lui il l'entend en fait. Mais après, je sais pas ce que t'en penses. Hein. Pour moi, c'est pas un problème de compréhension, c'est autre chose. Non, non, c'est pas un problème de compréhension et si tu veux, ce mécanisme, et je vais revenir dessus, ça peut arriver sur des tests de QI et peut arriver en entreprise. Si tu trouves que la consigne est ridicule. Est-ce que tu le dis, tiens, ça c'est des choses que j'aborde souvent dans des entretiens, des conférences. Est-ce que tu dis que tu as du TSA ou pas? Moi, ça m'arrive de le Moi, dire, y compris. j'en parle pas trop. J'essaye d'être discret sur ça parce que justement, comme c'est perçu comme un handicap, la plupart du temps, j'ai voulu être discret sur ça. Là, c'est peut-être la première fois que je le dis ouvertement. Mais bon, disons que comme voilà, ces derniers temps, il y a des choses qui se sont bien passées pour moi. Là, bon, j'ai moins de difficultés à en parler ouvertement. Mais disons que oui, là, habituellement, c'est quelque chose que j'évitais d'évoquer. Enfin, en tout cas, me concernant, oui. J'évitais de. Bah, Mais tu as ton appli qui corrige ton TSA. C'est un sujet qu'on a abordé avec Mathilde, qui montre bien que elle a un TSA, elle est Asperger, hein, identifié, elle correspond pas aux caricatures, ni toi non plus. Mais tu vois, par exemple, moi j'utilise ça. Alors évidemment, ça dépend des contextes. Dans des environnements de bonne volonté, on peut le faire. Dans des environnements professionnels, tu vois, par exemple sur ton reportage, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Ça dépend du contexte. Je donne parfois l'exemple, tu vois, moi quand je vais dans un restaurant, quand même un sujet, faut pas que ça pue, faut pas que ça soit sous les haut-parleurs, pas à côté des toilettes, pas à côté de l'entrée, pas à côté des gens qui hurlent, pas à côté des gens qui s'entendent pas, et puis il faut pas que ça me touche non plus, j'entends physiquement. Hein. Donc j'ai fait des expériences avec des personnes qui ont de l'autisme ou HPI, je vais dans un restaurant, j'arrive le plus tôt possible et je leur dis, vous me mettez le plus loin d'un être humain, ce qui a quand même un certain effet intéressant, hein, parce que c'est ça que je cherche. Et une fois que le serveur ou la serveuse sont descendus du plafond, je leur dis, mais vous inquiétez pas, j'ai des traits autistiques, c'est pas vous qui avez les problèmes. Essayez d'être gentil avec moi et vous allez voir, ça va bien se passer. Mais sinon, je m'en vais. Mais en fait, je m'en vais. Donc, pas les gens qui hurlent, pas, ou si je rentre dans un restaurant et qu'on veut manger quelque part sur une table, je dis non, 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 vous me laissez un peu de temps parce que je vais pas aller n'importe où. Sinon, je m'en vais aussi. C'est-à-dire que tu vois, sur les formes d'acceptabilité, on peut aussi porter, à condition que ça soit respectueux, hein, bien sûr, nos caractéristiques. Moi, je dis aux gens, mais c'est pas un sujet de débat. Hein. Je vous demande pas ouais, votre avis. C'est pas vous qui portez le problème. ouais, bien Et en sûr. fait, je n'ai que des gens respectueux. Bah écoute, ça c'est une très bonne chose que des gens autour de toi comprennent ça. Moi, je sais pas trop comment les gens pourraient réagir, mais peut-être que je me trompe après tout. Hein. Peut-être que. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle tellement. Je pense que c'est beau, ce serait beaucoup mieux perçu qu'il y a 10 20 ans, ça c'est sûr. Hein. Ouais, mais fais gaffe quand même, je te promets, fais gaffe quand même. Même avec HPI, il y a des gens n'osent pas en parler parce qu'il y a du rejet. Donc ça dépend vraiment des contextes. Il y a des fois, faut pas du tout en parler. Puis de manière générale, pour un ego, si tu veux, ils préfèrent entendre que t'es autiste plutôt que t'es HPI. Tu vois, Ça, c'est ça c'est clair. Et Mais pardon, je t'ai coupé, vas-y. je disais, j'en doute pas, je disais.
Mais avec des gens gentils et respectueux, il y a aussi une autre clé, c'est pour des sujets comme ça, c'est pas ce qu'on dit qui compte, c'est comment on le dit. Mais si on le dit, tu vois, en mode informatif, c'est pas ostentatoire. Quelqu'un qui est de bonne volonté, tu vois, depuis 8 ans en France, hein, moi je fais ça depuis plus de 15 ans, c'était un peu le désert, sauf pour les enfants. On peut parler du HPI, même s'il y a la com un peu pourrie, mais on peut en parler beaucoup plus, avec toujours aussi quelques effets un peu dévastateurs. On peut parler de l'autisme, mais l'autisme, il est moins dangereux parce que ça attaque moins l'ego. Mais je pense qu'avec des personnes de bonne volonté, on peut en parler. Moi, une grande partie des gens qui viennent sur ma chaîne sont HPI-TSA. Et ils le vivent comme ils peuvent. En tout cas, on peut montrer, tu vois, y compris dans le travail, que il n'y a pas de problème en soi. Il peut y avoir du rejet pour les FPI, du rejet pour le TSA, mais tu as des organisations, les GAFAM, par exemple, je l'ai vu aux États-Unis, je travaille à Hong Kong, à Singapour, ils embauchent des autistes Asperger parce que pour eux, en termes de gestion RH, ils s'emmerdent pas, et tu vois, ils leur donnent les bonnes conditions de travail qu'ils comprennent et gagnent des sous avec. J'ai même appris que Microsoft avait lancé en 2014, je ne sais pas si c'est toujours le cas, un service dédié aux personnes autistes pour justement euh, euh, innover, tu sais, leur logiciel. Bien Par- sûr. et avec une opération comme ça, tu sais, d'innovation. Et d'ailleurs, il Mmh. paraît qu'il y a même des gens qui souhaitent être ingénieurs informatiques et être embauchés justement chez Microsoft, enfin en tout cas aux États-Unis, et qui font croire qu'ils sont autistes. Donc ça, j'ai appris ça. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais Je j'ai sais vu pas cette très bien. information Ça, je savais pas. que dans le milieu de l'informatique aux États-Unis, il y avait comme ça des gens qui se faisaient passer pour personnes autistes pour avoir des chances d'embauche. Mais Bon, si en face, ils ont un bon professionnel, ils passent pas dans le filtre, hein. c'est Mais sûr. bah, tu as la même chose avec les HPI, hein. Il y en a qui ont envie, ce que dénonce Caroline Goldman, qui ont envie d'avoir une casquette HPI parce que ça fait joli, mais enfin, ça n'a juste rien à voir avec le sujet. Mais ce que tu disais pour les Big Five, je l'ai vu à Singapour. Et j'avais été invité par la présidente de Mensa, là-bas, j'ai passé une journée avec eux. Et c'est alors à la fois ils sont efficaces, mais à la fois c'est purement économique, hein, c'est de la rentabilité. Oui. C'est-à-dire c'est comment exploiter des gens puissants, bien plus puissants que des neurotypiques, sur la fiabilité, sur de la précision de détail, sur de la gestion de grosses masses de data, et de faire plutôt du run plutôt du run que du développement dans l'informatique. Mais si en plus tu as du HPI, il y a des gens absolument puissants. Ça va être un beau sujet là pour une personne qui vient après toi, qui a accepté de venir. Elle s'appelle Charlotte Riedberger. Elle a écrit un livre. Je les montrerai à la fin. C'est juste génial. 3 minutes pour comprendre comment pensent les génies. Je vous remontrerai ça. Et Charlotte, elle vient, elle a un doctorat de philo, un doctorat de psycho, elle est psychanalyste clinicienne. Elle est tantinée concernée par le sujet. Et donc, il y a 50 profils là-dedans, et elle les a pas tous mis sur ces formes d'intelligence totalement atypiques, autistes, ou ce qu'on appelle les autistes génies, hein, et pour un certain nombre, ça leur a coûté la vie, comme j'ai perdu son nom, celui auquel renvoie Renman. Mais on est dans d'autres univers avec d'autres formes d'intelligence. C'est clair que si t'as pas l'environnement approprié, eh ben ça marche pas. Oui, bah ça c'est sûr. Et d'ailleurs, là, ce que tu disais, oui, qu'il y avait des gens puissants, justement, qui souhaitaient, si j'ai bien compris, pas exploiter, mais presque, quoi, permettre Oui. à des personnes autistes comme ça d'intégrer ces entreprises-là, c'était pour aller dans le sens de leurs intérêts. Mais c'est sûr que, de toute façon, même quand des grands groupes comme Microsoft lancent ce genre d'opération, c'est effectivement pour servir des intérêts économiques, hein. Je trouve que justement en France, même si on a un petit peu moins avancé sur cette question, on est beaucoup plus préoccupé en premier lieu sur le bien-être justement. Et même pour la politique dans les pays nordiques, quand il y a des opérations comme ça qui sont lancées, c'est
qu'on se préoccupe du bien-être de ces personnes et ensuite voir comment ces personnes peuvent apporter ensuite à la société. En tout cas, Ouais. j'ai l'impression que c'est culturel, en tout cas. Mais après, Mais je pense que les deux sont compatibles, c'est-à-dire que si on s'occupe des bien-être des personnes, on peut pas ignorer le bien-être de l'entreprise. Donc que l'entreprise et sa rentabilité, moi j'ai travaillé beaucoup de RH, si on voit l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt de la personne, mais alléluia, c'est-à-dire que le dispositif va perdurer, tu vois, parce que c'est une manière pour l'organisation de savoir à quel endroit on peut permettre à ces personnes donc atypiques avec autisme de venir, et en fait selon les profils, ça marche pas tout le temps d'ailleurs. Et d'avoir un accompagnement approprié. Mais l'accompagnement approprié, si on le fait pour les autistes, ça va marcher pour les HPI. Et puis c'est bien de prendre en compte les TDA avec ou sans H. Et puis donc troubles de déficit d'attention. Et puis les 10 parce que tu avais un jeune qui témoignait de son problème de dyslexie dans ton repartage. Plus toutes les autres personnes. Alors il s'agit pas de faire des cas particuliers, mais quand même d'avoir une approche un peu plus personnalisé. Moi, j'ai fait des régulations, des gestions de crise avec des autistes qui foutaient le bordel dans une organisation, et j'ai fait de la médiation des deux côtés, enfin des trois côtés, pour l'organisation, pour le service, pour la personne concernée, pour les services RH. Mais ça, j'ai pu le faire parce qu'il y a des gens qui me faisaient confiance. C'est-à-dire que, et ça c'est quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de gens non concernés qui sont de bonne volonté à condition qu'ils trouvent les bons interlocuteurs. Moi, j'en ai rencontré beaucoup. Je suis aussi, ça s'est arrêté prof à Kedge en école de management, et il y a une élève, Hélène Blé, qui a en master grande école formation continue, qui a fait il y a 7-8 ans maintenant son mémoire sur les personnes atypiques, et on a rencontré une cinquantaine de managers ou de dirigeants en France et en Europe. Et beaucoup nous disaient, mais on aimerait bien faire des trucs, mais on trouve pas les bonnes personnes. C'est-à-dire des personnes qui vont pas exacerber le sujet, qui, en gros, moi je me souviens d'un DRH d'un groupe français, il me disait, mais vous êtes la première personne qui me parle normalement. C'est-à-dire qui prend en compte mon job de DRH, parce que je suis pas un hôpital de jour, je suis pas une institution. Donc si vous prenez pas en compte ma logique, je peux pas gérer ça. Mais évidemment, il a raison. Donc il y a un vrai enjeu, il y a un vrai potentiel, et il y a des gens de bonne volonté, vraiment. Mais il faut les aider aussi, parce que sinon ils sont démunis, ou sinon ils prennent des risques dans l'organisation. C'est-à-dire qu'ils vont prendre, j'en ai vu, hein, ils vont prendre des cas un peu particuliers, puis ils se font allumer par leur hiérarchie. Il y a ça aussi, hein. ouais, c'est étonnant c'est étonnant. C'est peut-être que les personnes n'étaient pas au courant qu'il y avait peut-être une façon de les accompagner pour que justement ça se passe bien. En fait, Ouais, faut mouiller le système si tu veux. ouais, C'est-à-dire que faut mouiller le système, faut avoir l'appui des fonctions ressources des RH selon la taille des boîtes. Il y a des psys internes, il y a des coachs internes, il y a des ressources humaines, il y a pour les boîtes les plus grosses, il y a des responsables de la diversité. Faut mettre des éléments de sécurité dans le système, et surtout, surtout, faut que la gouvernance, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir, protègent le système. exactement. Il faut que ceux qui ont le pouvoir protègent le système. Moi, je préfère toujours travailler avec les dirigeants parce que j'aime bien le pouvoir, parce que j'ai zéro patience. Et si on travaille bien avec le pouvoir, on gagne du temps. Ouais, ça Pour c'est vrai. l'utiliser respectueusement, hein, bien sûr. C'est sûr. C'est sûr qu'une personne autiste en entreprise, elle perd la spontanéité des contacts sociaux, vu qu'à chaque fois, en fait, tu te poses la question de tes réactions. Ce qui peut entraver effectivement les relations avec les collègues. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, les relations en entreprise sont pas toujours bienveillantes. Donc, d'où justement comment dire, cette vigilance qui est assez accrue. Surtout surtout pour une personne autiste, quoi, qui est consciente que socialement, elle a des entraves, quoi. Donc, ça amène voilà,
ça peut amener des quiproquos. C'est vrai qu'on peut aussi se méfier des réactions de la personne, notamment lors de réunions. Et ça peut entraver aussi la confiance en elle. Les gens peuvent se servir de ces failles pour te manipuler. Les gens peuvent bien repérer quelqu'un d'autiste, mais ils vont s'en servir pour le ou la manipuler, encore plus les femmes que les hommes. Et ça, c'est vraiment assez lamentable. Donc, il ne s'agit pas d'être parano, mais pas ignorer ce genre, de pas ignorer ce genre de choses et de se mettre aussi en réseau. Donc, plus on aura des soutiens de l'organisation, des fonctions support, une espèce d'acculturation. Moi, je l'ai fait dans des entreprises pour la douance, mais il faut le faire aussi pour l'autisme. Et en tout cas, pas sortir de ces caricatures qui sont absolument terribles, qui valent pour les deux d'ailleurs. Mais sans ignorer le monde neurotypique, c'est que le monde neurotypique, les gens neurotypiques sont de la neurodiversité en soi. Bon, sauf que c'est eux les plus nombreux. Mais c'est une forme de neurodiversité si on bouge le centre de gravité. Donc, il faut pas faire ça au détriment des gens, évidemment. Ça vaut pour l'école, hein, qui a été ton reportage, mais ça vaut aussi pour les entreprises. Et ça nécessite d'avoir l'accord des organisations. Moi, j'ai accompagné les chefs d'entreprise autistes. Et ben, ça peut être rock'n'roll, hein. Ouais, ça, je me doute que les chefs d'entreprise autistes, et il paraît qu'il y en a beaucoup d'ailleurs. Il paraît qu'il y en a beaucoup. Alors, je sais pas si c'est des diagnostics ou des identifications officielles, mais je trouve que ça va bien, parce qu'en fait, de toute façon, on s'aperçoit souvent que des chefs d'entreprise, ça relève souvent aussi d'un parcours, je dirais presque atypique finalement. Enfin, très souvent, pas toujours. Je parle pas des grands PDG, tu sais, qu'on fait les études pour arriver là où ils en sont. Mais je parle des gens qui créent des entreprises et qui s'obstinent pour ensuite justement développer leur activité. C'est Ouais. sûr que si t'es pas obstiné et c'est vrai que dans ce cas de figure, les traits autistiques peuvent être un atout là pour le coup pour Alors, en développer fait, une activité et avoir la patience. dans les expériences que j'ai eues de dirigeants, alors pas de groupe, les patrons des GAFAM sont une bonne partie concernés. Ça peut faire des génies, mais aussi des emmerdeurs, vraiment, ou des tyrans, hein. Mais dans ceux que j'ai accompagnés, ils pouvaient être des tyrans malgré eux. C'est-à-dire qu'ils sont génies dans le process, dans ce qu'ils ont découvert. Mais en fait, une des stratégies pour ces gens-là, et j'ai un copain qui était venu me chercher sur des sujets pareils, qui lui est un directeur des opérations, atypique avec en multicompétences. En fait, il fait l'interface entre le dirigeant qui est en partie inaccessible et l'ensemble de l'organisation derrière, parce que des personnes donc Asperger et pas forcément du HPI ou du HPI pas assez développé, en fait, ça peut être des tyrans parce qu'il n'y a pas de patience, et en tout cas des formes d'inhumanité, des conventions sociales, de respectabilité, de sociabilité, qui vont heurter une organisation qui n'a pas l'habitude de ça. Et en gros, dans un truc comme ça, personne n'y est pour rien. C'est-à-dire chacun fait comme il peut, sauf que c'est celui qui a le pouvoir quand même qui mène la danse. Et des fois, les danses, elles sont pas cool. Ouais, malheureusement, ça m'étonne pas ce que tu dis. C'est vrai que d'où l'intérêt aussi de travailler sur soi et d'avoir conscience aussi de l'impact pour l'entourage pour quand même arriver à faire des efforts d'adaptation et pas tomber dans ce genre de cas de figure où la personne justement toute la comment dire tout le spectre de l'autisme se manifeste de cette manière ouais, ça c'est vrai qu'il y a. T'as raison, je pense qu'il y a quelque chose à. C'est quelque chose à ne pas négliger, effectivement. Mais ça peut être du gâchis dans une entreprise. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit, mais si je t'avais rencontré avant, j'aurais pas planté ma boîte. Ils ont planté la boîte, où ils se sont fait dégager par des investisseurs. Donc, tu penses que les gens auraient accepté en ayant connaissance du spectre, ils se disent, bon, ben, mon dirigeant, il me persécute, mais quelque part, c'est lié à une particularité, mais bon, je sais Ah pas, oui, hein.
Ben moi j'ai cette expérience-là de gens que j'ai aidés. Alors je leur parle un peu cash. Hein. Je dis là tu fais des conneries, ça t'as pas le droit, ça c'est hors de question. Et si t'es pas content, tu viens. Mais comme ça on gagne du temps. Hein. Mais qui sont démunis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de la mauvaise volonté. C'est faut aller leur expliquer qu'ils ont pas le droit. Enfin ils n'ont pas le droit sous prétexte qu'ils sont CIO. Ils n'ont pas les droits de se comporter comme ça parce que ils ne mesurent pas à quel point c'est de la maltraitance de l'autre côté pour une organisation où tu vois qu'ils changent d'idée de direction tous les 3 jours en disant j'ai une super idée. Ben oui, mais tu te la gardes ta super idée. C'est parce que derrière t'as les lignes managériales, elles suivent pas. Tu prends les gens pour des toupies. Ça c'est pas possible. C'est irrespectueux. Et Oui, tu vois, il n'y a pas cette perception de l'impact de ce que tu produis quand tu fais ce que tu fais. Parce qu'il peut y avoir une forme de toute puissance et en te disant, mais ils ont qu'à se bouger, en fait, ils n'ont pas envie de bosser. Mais non, c'est pas du tout ça. Donc, faut un décodeur, en fait. C'est un décodeur. Mais tu as des personnes de bonne volonté si on leur met le décodeur et surtout si on les fait pas danser et qu'on leur raconte pas des conneries. Moi, j'ai 30 ans de pratique avec des dirigeants, donc je sais me mettre à leur place, mais je sais aussi leur donner les moyens de pas aller dans le mur. Sur ces sujets-là, hein, j'entends. bah Mais il y en a écoute, un. c'est vrai que c'est vrai que oui, ça fait partie effectivement des choses à aborder pour que ces chefs d'entreprise justement donnent une meilleure image aussi bah, de la neurodiversité aussi mais c'est vrai qu'il y a un travail à faire. Hein. Ça c'est pas parce qu'on est effectivement en capacité comme ça de développer une entreprise ou qu'on a des capacités d'innovation qu'on doit négliger aussi le fait qu'il y a des gens qui travaillent avec nous et de toute façon pour qu'une activité marche t'as besoin des autres hein, donc ça fait partie de l'adaptation qu'il faut mettre en place et qu'il faut pas négliger. Pour quelqu'un qui est TSA, ça peut gagner du temps s'il y a le parti HP, parce que tu vois, il y a le dilemme à l'intérieur, ça peut s'accélérer. Il y a un deuxième moteur qui peut prendre en charge le TSA. Pour quelqu'un qui est pas TSA, il vaut mieux qu'il travaille en binôme avec un HPI, qui est pas Ouais, d'enjeu d'ego, bien sûr. ouais. En binôme, ça peut être un binôme ou ça peut être un directeur des opérations capable d'ego, qui est capable de lui répondre cash et qui est capable de lui donner les orientations et qui est capable de traduire ce qu'il veut faire en le maintenant. Parce que certains, faut les maintenir. Tout le monde, pas d'accord, hein. Mais parce que c'est pas forcément de la mauvaise volonté, mais Oui, oui, ça c'est un peu rugueux parfois. je sais, ouais. Donc on était parti de comment tu arrives à distinguer ta partie TSA de ta partie HPI, parce que la partie TSA va te ramener des associabilités personnelles ou Ça professionnelles. va être des difficultés que j'avais plus jeune de travail de groupe, où effectivement, bon, bah là, ça s'est quand même développé dans le bon sens, on va dire, ça a évolué dans le bon sens aujourd'hui, heureusement, à mon âge, heureusement, mais disons que oui, il y a toujours des petites, comment dire, je dirais des fantômes de cette époque-là qui peuvent ressurgir et malheureusement, enfin malheureusement. Et puis c'est vrai que je vois que ça peut me porter des préjudices, donc ça fait partie des choses sur lesquelles j'essaye de travailler pour que ça se passe au mieux, quoi. Voilà. Ça c'est la partie TSA, ça j'en suis à peu près sûr. Et ça dure la problématique dure toute la vie, mais on peut socialiser et adapter, et puis après respecter tu vois, les contraintes des routines, enfin des choses ce que disait Mathilde, c'est qu'elle fait plein de trucs, mais qui se voient pas. Donc elle renvoie, tu vois, moi j'ai fait ça pendant des années quand j'étais enfant, des trucs que tu as dans l'espace privé. Elle arrive à dissocier la partie espace privé et espace public, et tout ce qui est tu vois, ce à quoi sert le flapping ou toutes ces choses-là, au fait, qui est de la correction cognitive, elle arrive à en avoir en public et en privé, à avoir gommé un peu l'espace public
et elle se lâche dans l'espace privé. Ah oui, c'est vrai qu'il y a il y a des tics encore. Oui, ça me fait penser que effectivement j'avais réussi à gommer quand j'étais petit en public. Mais il y a des choses parfois effectivement qui reviennent, ça c'est vrai, et qui peuvent attirer l'attention. Et je m'en rends pas forcément compte d'ailleurs quand je le fais. Ça c'est vrai. Et oui, effectivement, ça c'est vrai que ça. Et alors c'est sûr que je le fais beaucoup dans l'espace privé quand je suis vraiment seul. Mais effectivement, oui, oui, c'est des réactions comme ça qui sont déclenchées. Par exemple, quand j'apprends une nouvelle, par exemple, j'avais un tic que je faisais et que parfois je le fais malgré moi. Mais ça, c'est vrai. Il y a des choses En, comme ça. en fait, c'est de la régulation cognitive, donc elle explique très bien où on peut trouver ça. Dans l'interview avec Mathilde, elle a donné une grosse base documentaire, je te le reverrai. Euh, en fait, c'est de la régulation cognitive, c'est-à-dire tout ce qui est flapping et mouvement physique, physiologique. Le corps vient aider le cerveau à se réguler et à gérer les émotions. Donc c'est normal. Techniquement, c'est normal. Vu de l'extérieur, ça peut être un peu bizarre, mais sinon, c'est normal. Je repensais dans ton reportage là, c'est Léopold qui dit où ça posait la question de l'enfant à l'école en fait qui comprend pas l'énoncé, mais d'où vient le problème? Est-ce que c'est l'énoncé qui est pas assez clair? Il y a souvent des problèmes Oui. d'interprétabilité des énoncés. Après, Léopold, quand je l'ai rencontré, moi, ça me paraissait pas flagrant. Je trouvais pas que c'était quelqu'un qui avait des difficultés de compréhension. Et après, oui, il y avait une de ses professeurs qui expliquait que parfois il allait plus loin que la question. Mais pour moi, en fait, il comprend l'énoncé. C'est simplement que qu'il va un petit peu plus loin que la question qui est posée. Donc pour moi, c'est pas vraiment un problème de compréhension. C'est simplement qu'il adapte sa réponse comme lui il l'entend en fait. Mais après, je sais pas ce que t'en penses. Hein. Pour moi, c'est pas un problème de compréhension, c'est autre chose. Non, bah non, c'est pas un problème de compréhension et si tu veux, ce mécanisme, et je vais revenir dessus, ça peut arriver sur des tests de QI et peut arriver en entreprise. Si tu trouves que la consigne est ridicule, eh ben tu vas aller au-delà, c'est-à-dire que tu vas corriger intuitivement en disant non, ça c'est pas possible que ça se pose comme ça. Donc on va gagner du temps, c'est-à-dire qu'on va aller plutôt voir le système plutôt que de voir un élément du système. Ou comme j'explique parfois, si on te demande d'aller de A à B, bah tu vas aller de A à Z, comme ça on va gagner du temps et tu vas avoir une compréhension systémique des trucs. Et ça peut se faire sans en avoir conscience, à tel point que une personne HPI peut comprendre un énoncé ou une question de la manière dont ça n'a pas été énoncé. Bien sûr, oui, c'est vrai. C'est vrai, et puis c'est vrai qu'en plus, ça lui porte préjudice parce que du coup, on peut pas lui donner les points de la question, en tout cas dans le contexte scolaire. Et puis comme tu dis, oui, si ça se répercute en entreprise ou même dans des conversations banales, hein, on peut peut-être Ouais, aussi, oui, avoir l'impression qu'il a pas compris, alors qu'en fait, si, ben, il a très bien compris ce qui était énoncé, mais il a répondu à sa manière, quoi. Donc, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment intéressant que tu fasses les deux reportages en miroir comme ça. Alors même si c'est sur l'autisme pour le deuxième, c'est-à-dire que tout se rejoue en entreprise. Tout se rejoue en fait dans les organisations sociales. Ça peut être l'entreprise, ça peut être si tu vas dans une association, tu vois, que tu penses que c'est parce que c'est une association et que c'est bénévole, tu vas être indemne. Ah ben non, tu vas pas être indemne du tout. Enfin, faut pas rêver. Hein. C'est pas parce qu'il y a pas d'argent, qu'il y a pas de salaire que tout est gentil et formidable. C'est possible, mais c'est pas sûr. On est dans des communautés humaines. Donc tu remets une communauté humaine, tu remets les jeux d'acteurs, en fait. Euh, c'est vrai qu'il donc il y peut a y un vrai... avoir beaucoup d'ego aussi dans le monde associatif. Hein. Ah bah oui. Il peut y en avoir aussi. Hein. Aucun milieu n'est à l'abri de ça. Hein. Le marqueur, c'est plutôt l'ego, et je trouve que moi j'explique que souvent ça va être deux autres personnes là qui viennent sur ma chaîne, c'est Philippe Guillemont, le physicien, et normalement cette année parce qu'il m'a donné son accord, Cédric Villani, mathématicien. Plus les gens sont intelligents, plus ils sont gentils. Mais c'est pas, ils sont pas gentils parce qu'ils sont neuneux, tu vois. Ils sont gentils parce que il y a des choses dont ils font l'économie. Et on retrouve aussi cette forme de gentillesse chez des personnes TSA.
Alors qu'ils peuvent avoir des côtés un peu abrupts qui dérangent d'autres, mais il y C'est a une vrai. vraie gentillesse normalement. C'est vrai. Alors que pourtant, dans les caractéristiques liées à l'autisme, on parle de manque d'empathie. Là où je suis pas trop d'accord, mais je pense que si on parle de manque d'empathie, c'est pas que la personne. En fait, quand la personne autiste a conscience que la personne souffre, elle est pas. Enfin, elle comprend l'autre. Elle va essayer de la réconforter, etc. Mais en fait, la difficulté des personnes autistes, c'est que justement, il y a une difficulté de lecture des émotions. Donc, une personne qui souffre, ben, parfois, la personne autiste va pas en avoir conscience. Et donc, effectivement, on peut avoir l'impression que la personne manque d'empathie. Alors, cette caractéristique du manque d'empathie, est-ce qu'elle est mal formulée par, je sais pas si c'est les chercheurs ou par les espèces de formulaires, ou je sais pas comment on peut appeler ça, par rapport au TSA, justement. Les Est-ce que c'est mal cartographies. formulé, ou est-ce que Oui, vraiment il y a cette impression que les personnes autistes n'ont pas d'empathie, quoi. C'est... non, non, c'est mal formulé. C'est-à-dire que si t'es pas concerné, bah tu réponds avec l'idée que tu te fais de la chose. C'est pas qu'il y a pas d'empathie, effectivement, c'est il peut y avoir des difficultés à nommer l'empathie, à percevoir l'empathie, à savoir comment on répond à ce qu'on reçoit, et ou à la gestion des émotions. Ça fait un peu beaucoup quand même. c'est ça. C'est C'est ça. pas le manque d'empathie, c'est la capacité à interagir de manière judicieuse avec les codes des populations locales. Et c'est là que je trouve aussi important qu'on fasse la distinction parce que c'est quelque chose qui revient souvent hein, quand on évoque l'autisme. Il y a beaucoup de gens qui parlent de une personne qui a pas d'empathie pour les autres, qui. Mais c'est faux. C'est, ouais, c'est assez problématique hein, de. C'est absolument faux. Ok, je pense aussi, oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as découvertes que tu as découvert en faisant ton reportage, que tu n'avais pas prévu? Il y avait quelque chose qui, je dirais pas que ça m'a étonné, mais c'est le genre de choses qui peuvent interpeller. C'est qu'au sein du dispositif, donc qui concerne donc les personnes à haut potentiel et comment les cadrer justement pour qu'ils puissent reprendre goût à l'école. Dans le cadre de ce dispositif, il y avait très peu de filles. Et en fait, ce que m'avait expliqué le directeur du dispositif, c'est que c'est surtout les garçons à haut potentiel qui sont en demande d'encadrement. Et qu'apparemment, il y a moins de demandes du côté des filles. Alors, je sais pas s'il y a, si la détection n'est pas, je sais pas, si la détection se manifeste autrement et donc une fille HPI qui est en difficulté, on va pas forcément le déceler. Ou alors, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre garçons et filles à ce niveau-là? Et ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé développer dans ce film, mais bon, c'est Bah, vrai que d'abord, il y avait tellement de choses à aborder, et puis j'étais beaucoup focalisé sur les protagonistes. Mais c'est un des angles que j'aurais pu développer si j'en avais eu la possibilité, peut-être avec un format plus long. Mais ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a posé question. Ouais. bah, je peux te répondre parce que j'en parle depuis une dizaine d'années. Je me suis aussi spécialisé sur les femmes HPI. En fait, HPI femme, HPI homme, c'est différent. TSA femme, TSA homme, c'est différent. En gros, HPI c'est planqué, HPI femme c'est planqué, HPI TSA c'est planqué. Dans les femmes, en fait, elles sont plus masquées et leur don sous leur TSA est beaucoup plus socialisé. C'est-à-dire, quand tu parles de la prise en charge, est-ce que c'est la prise en charge parce qu'elles ne sont pas diagnostiquées ou je parle du dispositif, hein, ou est-ce que parce qu'il n'y a pas eu de demande, s'il n'y a pas eu de demande, c'est du fait des parents ou du fait des filles. Euh, Tu vois, les questions, elles sont en plusieurs endroits. Évidemment qu'il y a autant de filles que de garçons. Moi, quand j'ai commencé il y a 16 ans, 17 ans, tu avais 3 filles identifiées pour un garçon. Aujourd'hui, on est plus proche de filles pour un garçon. Et puis, elles sont identifiées parce que ces dernières années, on a plus de communication, que, en gros, les filles, elles sont planquées, les garçons, ils foutent le bordel, donc forcément, on va étudier le bordel, mais pas le silence. Les filles, elles sont un peu plus dans le monde de silence. Elles doutent beaucoup plus. Oui. Elles ont beaucoup plus de mal à être singularisées. Là où les garçons, s'ils font le bordel, ils vont le faire un peu tout seuls, éventuellement ils vont manipuler le système parce qu'ils s'ennuient. Donc ils vont. J'avais un jeune qui m'avait dit ça, je m'emmerde, donc je vais organiser le bordel. Comme ça va m'amuser, je vais servir au moins à quelque chose. Il y a moins de filles, sauf peut-être dans les nouvelles générations. Je trouve que les livraisons
qui sont faites des nouvelles générations, comme Esther qui est venue là sur ma chaîne, on va dire 15-25 ans, ils sont livrés avec du matériel en plus, hein. Beaucoup plus cash, beaucoup plus direct, beaucoup plus un certain nombre de choses, mais il y a un phénomène générationnel qui est pour moi assez important. Mais c'est complètement différent pour les filles et c'est dommage qu'il y ait pas de filles, vraiment. Ouais. Ouais. Alors, en tout cas, c'est vrai que dans les filles, enfin dans les élèves, j'ai eu Wayna, hein, mais sinon c'est essentiellement des garçons, hein. Donc, Mais les filles, elles sont plus poétiques, tu vois, comme Wayna. je me disais qu'il y avait peut-être plus de profondeur aussi. Avec, oui. et c'est sûr, même dans les entretiens, c'est ce que j'ai perçu, même si les autres, hein, que j'ai eu étaient très intéressants, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était... ouais, bon, j'ai apprécié tous les entretiens à leur manière, hein, c'était à chaque fois... De toute façon, c'était très différent à chaque fois, et justement, c'est à l'image de la personnalité, hein, puisque c'est des profils très différents. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose là chez Wayna qu'il n'y avait pas forcément chez les autres, effectivement. Elle a une poésie. C'est vrai. Elle a une poésie étonnante. Elle est bien barrée dans son monde, hein. Elle a un monde magnifique. Donc, de fait, ça, c'est faux. Enfin, j'espère que les parents font gaffe, hein, parce que en plus c'est une jolie fille. J'espère qu'elle sait se défendre, parce que ça expose tout ça. Malheureusement, ça, c'est avec la vie qu'on apprend ça. J'ai presque envie de dire malheureusement, parce que faut souvent passer par certaines épreuves parfois pour être en capacité de se... Alors, je suis d'accord, mais si on peut faire l'économie des épreuves et filer des tartes quand c'est utile, de savoir se protéger, vraiment, vraiment, c'est important. C'est vrai. Il y a des épreuves dont on peut faire l'économie, je te promets. Je pense aussi, mais parfois c'est justement c'est à force d'être dans le besoin de se défendre qu'on apprend, malheureusement, je pense. Bah, à l'arrivée, c'est ça que ça fait. C'est ça. Mais des fois, ça prend un peu beaucoup trop de temps. C'est ça. Ça gaspille de l'énergie et de... Ouais. Et ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as découvertes dans ton... ou qui t'ont étonné ou surpris dans ton reportage? Écoute, au niveau des surpris, écoute... en fait... je m'attendais à ce que ce soit... je m'attendais pas à avoir affaire au cliché des enfants surdoués, justement. Le fait d'être en immersion au sein d'un encadrement spécifique. Et personnellement, je dirais pas que je m'attendais exactement à ça, mais voilà, je m'attendais à peu près à ce que j'ai vécu. Donc c'est pas... dans ce que j'ai appris, c'est vraiment au contact de Jean-Charles Terrassier, finalement, parce que quand j'étais en écriture du dossier, j'ai fait appel à lui, donc c'était le grand psychologue spécialiste pendant des années. C'est quelqu'un qui a fait énormément de travaux sur le sujet, un des pionniers en France d'ailleurs. Ouais. Et donc je dirais que c'est vraiment à son contact que j'ai appris énormément de choses. Et c'est ça peut-être qui m'a donné aussi de la légitimité pour aborder ce sujet-là. Le fait d'être autant informé et qu'on m'apprenne autant de choses en aussi peu de temps. Sinon, et c'est vrai que j'ignorais que cette thématique avait commencé à être abordée dans les années 70. Moi, je pensais qu'on avait beaucoup plus de retard que ça. Voilà. Et c'est ça que j'ai appris aussi au contact de Jean-Charles Terrassier. Et c'est vrai que, par contre, je me dis quel temps perdu, puisque les premières classes, c'est 2004 et 2007 au sein de l'enseignement public. Les premières classes spécifiques avec des dispositifs comme ça dans le public. Donc je me dis quand même, il y a plus de 30 ans qui s'est passé pour qu'on apprenne enfin des initiatives. Voilà. Moi, et plus celles qui disparaissent, c'est-à-dire que au gré des ministres, quand même, il y a des choses qui sont apparues, plus des choses qui ont disparu.
Oui. Et des réformes dans l'éducation, ouais. Mais c'est-à-dire que ça s'est fait, mais essentiellement dans le monde des enfants et de l'éducation, et tant mieux. Moi, quand Surtout, j'ai... surtout il est précaire, hein, le dispositif, hein, parce que ce que m'avait dit le directeur du dispositif, c'est qu'avec la nouvelle direction du collège, depuis que la nouvelle direction a été mise en place, il est question que le financement annuel soit remis en cause. Donc j'ai l'impression que c'est perpétuellement, je dirais presque un combat pour les parents d'élèves pour maintenir ce dispositif-là. Donc c'est vrai que c'est très fragile, hein. Voilà, après moi j'ai pas non plus tous les éléments pour savoir pourquoi il y a un problème de financement, pourquoi, enfin voilà, ça j'ai pas les éléments. Mais quand même, il y a des choses qui ont été mises en place, qui durent depuis un certain temps. Maintenant, on a suffisamment de recul pour nous apercevoir des résultats par rapport à ce que sont devenus certains élèves, mais ça reste quand même fragile et on n'est pas sûr que cet encadrement continue. Donc, En fait, c'est lié aux dotations budgétaires. bah, apparemment, il y a de ça, mais après, s'il y a moins de budget, c'est aussi que est-ce qu'on a conscience que c'est quand même important de maintenir ça? Est-ce qu'il y a une prise de conscience ou est-ce que on se dit bon bah écoutez c'est des enfants qui quoi qu'il arrive peuvent s'en sortir donc pas besoin de pas besoin de maintenir les dispositifs en place. Et ça c'est vrai que ce serait un peu plus inquiétant si c'était si c'est abordé sous cet angle. C'est-à-dire qu'on reviendrait sur le cliché, parce que le dispositif montre bien que c'est pas de ça dont on parle. Exactement. Euh, Parce que le cliché, c'est neurotypique, et le dispositif, c'est neuroatypique. Euh, Ils sont tous atypiques. Sinon, ils ne parlent pas comme ça. Et sinon, ils n'ont pas les problèmes. Quand on voit au démarrage de ton reportage, la sélection qui est faite, ce sont des gamins qui ont eu des problèmes d'autorité, d'école, d'échec ou de choses comme ça. Donc, il y a quelque chose d'autre. Et pas parce qu'ils sont pathologiques. C'est qu'il y a un autre bug. Exactement. Donc ça me paraît important et même les parents d'élèves m'ont dit plusieurs fois qu'ils étaient contents que ce film se fasse parce que au moins ça permet de faire parler du dispositif et peut-être avec un peu de chance éviter sa disparition. Les parents, entre eux, il y a un groupe, il y a quelque chose qui existe en dehors de l'établissement ou Enfin, pas? moi, ce que j'ai observé, alors c'est vrai que je suis pas tout le temps avec eux, hein, mais pour avoir assisté à une réunion de parents d'élèves et puis même quand je suis allé présenter ce film, il y avait une réunion qui venait d'être achevée. Moi, ça m'avait l'air d'être un groupe assez soudé, hein. Il me semblait que c'était des gens qui étaient assez soudés entre eux et même parfois pour certains même presque militants hein, pour maintenir la mise en place, y compris quand leurs enfants ne sont plus dans l'établissement. Donc, En faisant des choses en dehors, ou c'est que bah, dans le cadre en de... continuant à assister aux réunions, en essayant de parler avec la direction pour que voilà pour rendre compte du bien que ça a pu faire à leurs enfants. Et comme ça permettre le maintien par ce biais quoi. Par C'est super important, ouais. hein. En tout cas, tu as fait un beau travail d'évangélisation et de témoignage. Et vraiment, il n'y en a pas beaucoup, je te l'ai dit au début, mais vraiment, c'est-à-dire honnête, à tel point que tu t'es immergé, en plus, dans l'aventure, mais j'ai trouvé ça génial. C'est vraiment... Bah, on sait d'où tu parles, surtout. Oui, c'est vrai. Tu parles de l'intérieur. C'est vrai. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur cette interview? On va commencer à atterrir. Bah écoute, ce que je pourrais dire, bah écoute déjà non, mais ça me fait plaisir voilà d'avoir cet entretien et d'avoir cette opportunité peut-être pour approfondir bah, toutes ces questions qu'on a évoquées par rapport à bah, que ce soit sur le haut potentiel ou sur le TSA, ça c'était très intéressant. Et écoute, sinon, bah, je trouve en tout cas que c'est une très belle rencontre, voilà, qu'on puisse se parler comme ça, à cœur ouvert, et qu'on puisse approfondir tous ces sujets.
qui méritent d'être entendus et puis c'est vrai que c'est des sujets qui gagnent à être connus quelque part, hein. C'est vrai que la neurodiversité c'est très récent et je trouve que c'est quelque chose qui est encore ignoré aujourd'hui. Donc écoute, c'est super, même là ce que tu fais, hein, avec ton média. Écoute, j'espère que ça va continuer à se développer pour qu'on puisse prendre connaissance de tout ça, de toutes ces thématiques importantes. Ben, je te remercie beaucoup, mais vraiment, j'ai personne qui m'arrive, et Gaëtan en est témoin, qui ont tout accepté, comme toi. Donc, on a encore un programme magnifique cette année, mais avec une approche qu'on on l'a fait avec toi, c'est qu'on parle de l'intérieur du sujet. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'extérieur, ils sont pas concernés, ils sont sur des représentations, ils sont sur des clichés, ils sont sur des confusions. En même temps, ils sont utiles parce que certains ils essaient de faire comme ils peuvent pour promouvoir le sujet, mais il y a un moment donné, il faut rentrer dedans. Et quand tu rentres dedans, il y a beaucoup moins de débats, il y a pas de débat. Tu vois, comme tu en parles, et je t'en remercie de notre rencontre, c'est que je dis souvent, c'est du plug and play, tu vois, tu branches, ça marche. Il y a pas de jeu d'ego, il y a pas de débat, on se comprend. Il y a autant de silence que de paroles. Non, là, on a plus de paroles, mais en général, le silence a aussi sa place dans ce monde-là. Et on se connaît, on se reconnaît. Et même pour les gamins, dont tu vois que tu as vu, moi, en général, sur ces profils-là, j'ai toujours de l'espoir. Je sais que c'est un peu le bazar pour tout le monde, mais il y a des choses qui vont se réguler si vraiment on arrive à les accompagner et à accepter accepter pédagogiquement leur débordement pour qu'ils aient le temps de se corriger. Parce qu'évidemment, il faut qu'ils se corrigent. C'est vrai que au fur et à mesure de tous ces enfants que j'ai rencontrés, c'est vrai que c'est ce qui m'a remué. C'est comme tu dis, parfois, il y a toujours quelque chose qui va faire que tu vas te reconnaître un petit peu dans certaines embûches qu'ils ont pu connaître. Ou même parfois quand ils sont en plein dedans, hein, puisqu'en plus, ils sont tous ados, donc effectivement, tu remarques que enfin, tu te retrouves dans certaines choses qu'ils sont en train de vivre à ce moment-là, et c'est Ouais. peut-être ça qui permet peut-être de nouer un lien voilà, pour être en confiance avec eux et pour que les entretiens se passent bien et pour que les gens se livrent aussi. Parce que c'est important quand même d'approfondir ce sujet. Donc, s'ils sont pas en confiance pour se livrer, c'est difficile d'avoir un bon documentaire. Donc voilà, c'est toutes ces, enfin voilà, tous ces paramètres qui effectivement permettent ouais, d'être en confiance avec ses enfants. Oui. Ils t'ont reconnu. Donc, il y a quelque chose. Enfin, c'est pas du débat, c'est pas du cerveau. T'as pas à aller chercher la personne. Soit elle te reconnaît, soit elle te reconnaît pas. Alors, c'est à la fois la manière dont on interagit, et puis c'est surtout la manière dont on se tait, et puis dont on aborde les gens. Il y a une dimension vibratoire, en fait, vraiment organique et vibratoire, de respect et d'écoute. Et ça, tu le décrètes pas. Tu le décrètes pas du tout. C'est vrai que là, j'essaie de tout mettre en œuvre pour qu'on n'ait pas à se méfier et pour qu'on se rende compte que voilà, la démarche, en tout cas, se veut sincère. Voilà. Elle est honnête et sincère. Ce que tu as fait est très honnête et très sincère et très personnel et très engagé. Et vraiment, c'est magnifique. Et merci infiniment. Et tu as été aussi éclectique en faisant venir Caroline Goldman ou ça y est, j'ai perdu son nom, en Belgique, Grégoire. Après, Jacques Grégoire, ouais. Je trouve qu'il est beaucoup plus il est beaucoup moins polémiste que Caroline Goldman. Alors, je dis pas que Caroline Goldman essaye de faire des polémiques, mais disons que il est moins clivant quand même. Il est beaucoup moins clivant que Caroline Goldman. Mais moi, après Caroline Goldman, ça permettait de faire un contrepoint quand même. Donc, c'est ça aussi qui permettait d'ajouter, je trouve, de la profondeur au projet. Et je pense que à peu près
dans tout ce qu'elle dit dans le film, je trouve que c'est quand même honnête. C'est pas de la polémique, c'est pas agressif comme on peut la présenter parfois. Là, je trouve qu'en tout cas, dans le contexte du film, c'est honnête. Voilà. Bah, t'as rajouté du piment, donc c'est bien dans ton film, si tu veux, il n'est pas monochrome, il n'est pas monocorde. T'as Grégoire qui est proposé, qui fait un magnifique travail de recherche universitaire, et il fait aussi des enseignements. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que t'as pris plusieurs couleurs, t'as fait un assemblage. C'est pas monocorde, et ben très bien, ça amène les gens à se poser des questions, à réfléchir et à arbitrer. C'est ça l'intelligence, en fait. Merci Normalement. beaucoup. Bah, je t'en prie, mais c'est sincère, sinon je le dis pas. C'est-à-dire, c'est aller bouger les consciences. Aller bouger les consciences. C'est-à-dire qu'à chacun de trouver son libre arbitre et de faire son marché. On ne sait pas du McDo, qu'on n'est pas là pour donner la béquée. Et puis s'il y en a qui réagissent, bah, très bien, réagissent. Bien sûr. Donc ça va bien avec le sujet, vraiment. Tu as envie de rajouter quelque chose? Bah, écoute, moi je pense qu'on a abordé beaucoup de choses. Et toi, si tu souhaites dire encore quelque chose, n'hésite pas. Si tu as encore une question, n'hésite pas. Non, pas une question. Je voudrais te remercier. Vraiment, j'étais ravi des échanges qu'on a eus ici et avant, et de la manière dont tu fais ce travail-là, parce que tu le fais avec tes atypicités. Et moi, je t'ai dit, c'est ça qui fait que je suis venu te chercher, et parce que j'ai trouvé ça intéressant. Tu défends autre chose. C'est-à-dire, tu défends un sujet, mais tu le défends avec à la fois avec une vulnérabilité, en même temps ton authenticité et ta sincérité demeurent plein de questions, mais c'est un sujet, on n'a pas fini d'aller au bout, et tu as trouvé vraiment une équipe qui est courageuse et de bonne volonté, et des gamins exceptionnels. Je trouve qu'on est très bien tombé, effectivement, hein, que ce soit au niveau de l'équipe pédagogique ou au niveau des protagonistes qui ont accepté de jouer le jeu. Je trouve aussi qu'on est très bien tombé, et on a de la chance parce que il paraît que ça se passe pas toujours comme ça, malheureusement. Donc là, on a eu, les planètes ont été alignées. Voilà. C'est ce que j'allais te dire. Tu as eu un magnifique alignement de planètes. Donc, tu étais dans une bonne temporalité. À un autre moment, ça passe pas. Ouais, je pense aussi. Parce qu'en plus, l'année d'après, la direction a changé. Donc, je sais pas si ça aurait donné la même chose, honnêtement. Surtout qu'il me semble qu'ils ont supprimé, je suis pas sûr, hein, mais je sais pas s'ils ont supprimé le tutorat ou autre chose, ou la salle, mais c'est sûr que là, ça aurait pas été le même film. Donc, oui. Oui. Oui, parce que tu as montré un dispositif. Enfin, ton reportage est pluriel. Et il faut tout ça, effectivement. Ouais. Donc, merci infiniment pour tout ça. Je suis ravi, d'abord que tu fasses ça, que tu sois venu et qu'on puisse en partager et que l'aventure continue. On se rappellera après pour que je te donne des infos pour ton autre, pour le prochain reportage, parce que vraiment le sujet du travail, ça aussi c'est rock'n'roll, hein. Quand bien même pour les autistes, ça vaut pour HPI, mais pour autistes, un sujet en soi, et c'est bien de les séparer. Faut pas les traiter ensemble. Il y a plein de gens qui se battent aussi là-dessus, beaucoup de HPT, ça. Donc merci infiniment pour ça. Cette interview, il est un peu comme ton reportage, il est polychrome, et il parle à la fois de toi et de ce que tu as fait, et de ton reportage et des gens qui étaient là, et que en fait c'est toute une chaîne. C'est un sujet à prendre dans un contexte enfin, les contextes sont tout autant importants que les personnes, et c'est ça que tu as présenté. Merci à toi, en tout cas. Merci pour tout. Ça me touche beaucoup, tout ce que tu dis. Merci. Non, mais c'est vraiment sincère. C'est trop rare, mais c'est vraiment sincère. Donc, à bientôt, Alexandre. Bientôt. On va atterrir, donc vraiment c'est encore un beau voyage intense autour de ce film documentaire qu'a fait Alexandre Bitoun. Une fois de plus, en fait, je vais le réexpliquer à chaque fois, mais ma chaîne, elle est pédagogique, elle est
pour aider les gens, pour aider les professionnels, pour aider les enfants, pour aider les parents, pour donner de l'espoir, c'est-à-dire pas être dupe qu'il y a des aspérités, mais quand même garder l'espoir qu'il y a des options, il y a des moyens de sortie. C'est pas forcément facile tous les jours, comme le disait Mathilde, mais en tout cas, il y a de l'espoir à trouver des solutions, à condition de bien savoir de quoi on parle, à qui on s'adresse, et qu'on se trompe pas de langage. Pour les prochains invités, parce qu'il y en a beaucoup, on a un programme d'enregistrement qui est assez important. J'en parle depuis longtemps, il va venir, mais en fait je vous parle des VIP. Donc Philippe Guillemant m'a donné son accord, on va enregistrer là, ce premier semestre. Je vous propose les livres parce que ça peut être plus intéressant si vous allez voir les livres. Philippe, donc il est physicien, informaticien, ingénieur, il est au CNRS de mémoire, il a fait la physique de la conscience. Donc on va aller parler de mécanique quantique, ce qui intéresse beaucoup d'atypiques, de sciences, de recherche. Vous avez ce bouquin, il y en a plusieurs, hein, Philippe, hein. Ça c'est chez Très Daniel, et puis vous allez trouver plein de vidéos de lui sur Internet. Cédric Villani, bon, on verra, ça sera un peu plus tard dans l'année. Prochainement aussi, on va avoir Eric de Russe, La grâce de l'altérité, un atypique, et comment ça, une vie. Il a plusieurs livres, ça c'est le dernier de mémoire, pardon, Eric de Russe. Comment un atypique vit son altérité vue de l'intérieur. Et Eric, il est docteur en philosophie et prof de philosophie et poète. Donc on va aller dans un monde passionnant qui est le sien. Je vous en ai parlé tout à l'heure de Géraldine Riedberger. Elle est dans la collection 3 minutes chez Très Daniel aussi, 3 minutes pour comprendre comment pensent les génies, mais les génies, pas les représentations superficielles qu'en pensent les gens. Il y a 50 profils, donc des génies autistes, des gens qui ont accès à d'autres mondes, y compris avec des traumas. Il y a une cinquantaine de profils de gens connus ou moins connus. Et Charlotte les a répartis. Enfin, regardez, ce bouquin est magnifique, hein. Il y a une iconographie étonnante. Il est juste beau. C'est la première fois que je trouve un bouquin pas cher au regard de tout le travail qui est fait. Donc, elle a fait tout son travail d'iconographie. Si ça vous intéresse, c'est magnifique. On enregistre ce premier trimestre aussi avec Charlotte pour aller voir ce monde. Alors, ça serait une autre forme d'intelligence, mais en tout cas, c'est au-delà de la douance, c'est au-delà des caricatures. Bah, elle est aussi concernée par tous ces sujets-là. Elle a un doctorat de philo, donc je vous ai dit un doctorat de psycho. Elle est psychanalyste clinicienne, elle travaille en Belgique, vous avez ses coordonnées sur Internet, elle a un site. Et on va aller sur des mondes que moi je vois ou d'autres voient, mais je suis démuni, j'ai pas ces compétences, ni celles de Philippe ou de Cédric après. Mais ce monde m'intéresse et ça concerne beaucoup de gens qui sont concernés par le HPI, qui n'osent pas en parler parce qu'ils sont un peu démunis. Donc l'objectif c'est d'avoir des structurations cognitives de l'information scientifique, parce que moi j'aime bien la science. Et donc j'essaie de la défendre. Qui est-ce qu'on va avoir? On va avoir aussi un artiste qui a fait, et ça sera, il y aura plusieurs surprises. Il a fait une dizaine de bouquins, une dizaine de pièces de théâtre, et il a fait tout son travail sur la masculinité dans les quartiers. Par les temps qui courent, j'ai trouvé ce sujet-là passionnant. Voilà, plus d'autres personnes qui ont déjà donné leur accord, et ça sera un peu la surprise sur le programme. Pour ce qui me concerne, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? Si, ça c'est sur le catalogue. Mon catalogue de formation, ça fait 20 ans que je travaille sur les approches orientées solutions de Palo Alto. J'avais mis en stand-by parce que je fais plus de présentiel sur mes formations, y compris parce que j'ai des soucis de santé. Tout ça est digitalisé, donc c'est-à-dire 900 slides sur l'ensemble du programme. Je suis passé de 3 jours à 5 jours, donc une journée tout public. Tout public, c'est un peu comme de la communication non violente. Sur les travaux de Palo Alto, ça s'appelle orientation, solutions et compétences. J'ai une douzaine d'outils, une centaine de questions. Comment
avoir des modes de communication bienveillants et écologiques entre humains. Donc le deuxième niveau, il est fait pour les professionnels, c'est 700 slides, 2 programmes e-learning, un sur les parties scientifiques, ça va être à peu près 200 slides, un sur des outils concrets. Moi, quand j'ai créé ça, j'ai travaillé avec plus de 4000 personnes, j'ai pris 25-30 bouquins que j'ai posés par terre, je me suis enfermé pendant 30 jours, j'ai tout téléchargé pour aller former des professionnels. Ça, c'est il y a 20 ans et j'ai poursuivi. Et puis 2 journées en training, e-learning, en présentiel Zoom, c'est un peu du coaching orienté solution. Voilà pour les autres propositions de cette année. Et on est en début d'année, donc on verra ce qui se passe par la suite. Merci infiniment de nous suivre. Merci de vous abonner si vous voulez être prévenu des prochaines interviews. En doublon sur ma chaîne aussi tous les 3 mois à peu près, je fais un ping-pong live. Ping-pong live, c'est je réponds à toutes les questions qui arrivent dans le chat. Ça dure 1 heure parce que je l'ai formaté comme ça. Je fais ça dans des conférences depuis longtemps, mais il n'y a plus beaucoup de conférences. Je l'ai fait beaucoup au congrès de l'Advance. Donc vous m'amenez les questions, je vous réponds en live et je m'arrête au bout d'1 heure. Ça, c'est un truc complémentaire parce que j'ai plus le temps de répondre aux gens. Il y a plein de gens qui veulent me parler. Je ne réponds plus à personne. J'en ai trop. J'ai pas le temps de mourir, sinon c'est ça que ça va faire. Donc je ne réponds plus à personne. Je ne réponds à aucun numéro que je ne connais pas. Et voilà. Et je sais pas faire autrement. Je suis désolé. Donc je garde ce dispositif pour ça. J'ai beaucoup trop de monde qui me sollicite. Et puis voilà, si vous voulez aider cette chaîne et que vous apprenez des choses qui vous plaisent, dans les commentaires, je vais mettre des informations dans les commentaires, vous pouvez faire un don pour la chaîne. Et puis merci infiniment de nous suivre et de tous les gentils commentaires dont on bénéficie depuis le début. Et 2 derniers conseils. 1, prenez bien soin de vous. Et 2, prenez bien soin des enfants qui sont exposés aujourd'hui, de manière générale. Merci beaucoup et à bientôt.